Et nous sommes partis pour un nouvel œil du coach aujourd'hui avec une question que pas mal de joueurs amateurs se posent. Faut-il rocker tout le temps aux échecs? Alors, c'est une question où il y a énormément de matière et je dirais que je vais répondre en deux temps. Déjà, la première chose à savoir, c'est quel est votre niveau d'expérience. Si vous avez un niveau d'expérience très important, vous le savez, tout comme moi, qu'il ne faut pas tout le temps rocker aux échecs puisqu'on regarde les parties de haut niveau et souvent ils retardent leur rock. Maintenant, si vous êtes joueur débutant, joueur amateur de club débutant, sachez qu'il va plutôt falloir appliquer ce principe de rocker rapidement après avoir pris le centre et développer ses pièces dans l'ouverture. Néanmoins, il y aura d'autres règles. On va tenir compte pour rocker ou non de la nature du centre. Si le centre a explosé, si le centre est donc très ouvert, il va falloir rocker généralement. Et encore une fois, au-delà de ça, il va falloir voir si c'est une position aiguë ou non. Et dans les positions aiguës, par exemple les positions de rock opposé, l'un des joueurs a fait le petit rock, l'autre le grand, et bien là il peut être intéressant de retarder son roi au centre et donc de ne pas faire le rock pour simplement voir où l'adversaire rock, où l'adversaire donne son adresse et ensuite réagir au mieux. Je vous laisse le générique et on explique cette première position où c'est tout simplement très haut blanc. On est reparti et voilà le premier exemple, un exemple assez basique et ensuite on va enchaîner sur des exemples de plus en plus difficiles dont à la fin un exemple qui va vraiment être complexe. On a 10 minutes, je vais être rapide pour ce premier exemple. On voit que les blancs, ils ont un très bon centre. Ils ont envie un jour d'avancer leur pion par D5 ou E5. À noter pour ceux qui y pensent directement que D5 ne gagne pas de pièces puisque les noirs peuvent jouer A6. Le fou se retrouverait alors chassé et je peux faire B5. Donc je vais réagir face à ce clouage. Pour l'instant, ça ne gagne rien. Et il est plus intéressant pour le moment pour les blancs de garder leur centre tel quel, c'est-à-dire comme ça pour bien contrôler les cases. Évidemment, ça restreint le champ de l'adversaire. Maintenant, un jour, j'ai envie de l'étendre ce centre et qu'il devienne de plus en plus important. Donc, dans une position comme celle-là, où j'ai envie à terme de pousser au centre, je vais tout simplement rocker. Là, pas de souci, la position, je la qualifierais de classique. Et pareil avec les noirs, je vais rocker parce que j'ai envie à terme de réagir au centre. Donc ça, c'est une position standard où il ne se passe pas grand-chose. Je dirais une position classique. Les deux joueurs rock, c'est le respect pur des règles d'or d'ouverture. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire sur cet exemple. Donc, premier exemple, vraiment ultra basique. Il n'y avait pas grand-chose, on n'apprend pas grand-chose pour l'instant. Mais je vous assure qu'après, ça va être différent et on va arriver sur d'autres positions. Voilà. Exemple déjà très intéressant. Les noirs jouent fou E7. On ne peut pas vraiment prendre ici le pion C5. Il y aurait dame prend D1. Donc, c'est vraiment pas un bon coup pour le moment avec les blancs. Et du coup, là, on pourrait penser, et c'est d'ailleurs un coup que j'ai déjà conseillé dans des fiches d'ouverture que j'ai données à des élèves. On est dans une française. C'est une ligne intéressante avec les blancs. Et j'ai déjà conseillé le coup petit roc. Petit roc, c'est on va dire un coup normal pour mettre son roi à l'abri. Le centre est légèrement tendu. Cependant, ici, le centre a beau être tendu, je ne suis pas obligé de rocker. Je peux prendre la décision plus tard. Dans ce cas-là, je vais pour l'instant garder la souplesse avec cavalier C3, qui est l'autre coup normal dans cette position. Je menace ainsi d'ailleurs D prend C5, puisque maintenant ma tour protège la dame en D1. Mon adversaire va donc prendre en D4, c'est assez logique puisque son pion était menacé. Je fais cavalier prend D4. Et là, il y a un fort coup noir qui est cavalier E5 qui vise à gagner la paire de fous. Mais dans cette position, maintenant se passe quelque chose d'intéressant. Le coup logique serait une nouvelle fois petit roc. Mais là, j'ai une opportunité. J'ai différé mon roc par rapport à tout à l'heure. Et bien là, regardez, tout simplement, je peux jouer dame E2. Et maintenant, j'ai l'idée de grand roc et de petit roc. Le grand roc va être très actif et me permettra d'attaquer virtuellement la dame avec ce rayon laser qui est assez méchant. Et on peut imaginer aussi que j'ai des facilités à l'idée de pousser les pions pour l'attaque de roc opposé. Parce qu'il est maintenant très clair que le roi noir n'a pas de souplesse. Il va vraiment faire le petit roc prochainement.
Donc voilà un cas en présence où il était assez naturel de roquer. J'ai choisi le développement d'une pièce et ça me laisse une autre opportunité de faire le grand rock qui semble plus agressif et dans cette position, c'est plus précis. Voilà un bon exemple. Je passe au suivant, tout simplement. Donc là, autre position, on enchaîne sur ces histoires de rock. Alors c'est une partie de très haut niveau entre deux forts grands maîtres. Là, les noirs, on voit, c'est à eux de jouer. Hein, c'est très haut noir et je vais vous mettre du bon côté, ce sera encore plus facile. C'est à eux de jouer. Quelle est l'urgence de leur position? Ça va être de roquer. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a du grabuge au niveau de la colonne E qui est ouverte. Donc là, il y a un danger. Donc il paraît naturel de roquer. Maintenant, j'ai vraiment aucune chance de développer rapidement mes pièces de l'aile roi. Je choisis donc naturellement le grand roc, d'autant plus que ce pion-là est en l'air. Donc là, grand roc, archi logique. Je tourne l'échiquier maintenant. Est-ce que je diffère mon roc ou non? Je vois pas trop l'idée de faire ici fou G2 pour menacer un petit roc, puisque le petit roc, on voit que mon pion en G4 rapproche le point de percée. Qu'est-ce que ça veut dire ce point de percée rapproché? Ça veut dire que l'autre peut tout exploser rapidement avec la percée H5. Donc je n'ai aucun intérêt ici à jouer pour les rocs opposés. Mon roi est lui aussi en pseudo-danger au milieu. Là, je décide de roquer. Et on se retrouve dans un cas un peu particulier. C'est Étienne Bacrot d'ailleurs qui avait les blancs dans cette partie. Du coup, ça me paraît logique de faire le grand roc. Et c'est assez rare de voir des parties grand roc dans cette situation-là. Nouvel exemple, on enchaîne là encore. Donc il y a des raisons. Je l'ai expliqué. Hein, sous moi, vous voyez les critères de sélection. Mais comment elle centre, c'est du basique. Et si c'est une position aiguë, il peut être intéressant de ne pas roquer tout de suite. C'est surtout ça qui est intéressant. Bref, bien sûr, il y a plusieurs critères. Je ne vais pas les lister entièrement. Et il y a des règles générales et des règles aussi beaucoup plus rares à appliquer selon les cas. Bref, on continue une nouvelle fois avec un nouvel exemple. Et là, c'est un exemple de jugement de position après le coup petit roc. Un de mes élèves dans cette position m'a demandé en fait pourquoi l'ordinateur, on a les noirs après petit roc, pourquoi l'ordinateur dit que les noirs sont mieux dans cette position. Et il me dit pourtant le roi blanc il est abrité derrière un petit roc plus conventionnel et avec les noirs on n'a pas d'abrissure si apparent que cela. On se demande un petit peu où je vais aller. Mais en fait cette souplesse de mon roi qui peut faire le petit roc, le grand roc ou rester au milieu derrière sa bande de pions parce que je ne vois pas du tout comment on va ouvrir la colonne E sur mon roi, c'est de l'or. Et le roc blanc qui paraît normal peut finalement beaucoup plus se faire attaquer que le roi noir, puisque je ne sais pas encore où il va aller le roi noir. Attention, le roi noir est vraiment très souple dans cette position. Finalement, il peut faire grand roc, roi B8, roi A7, se planquer ici, ou petit roc et roi H8, donc ça fait une autre planque, et la planque roi 8. C'est très difficile à gérer pour l'adversaire, et moi je vois un plan linéaire d'attaque qui va être de sans doute amener mon fou en D6, tour G8, peut-être amener l'autre tour si je faisais un grand roc ou simplement roi E7, voilà encore une autre cage pour mon roi, et du coup, là, je peux aussi envoyer le pion H5. Clairement, je vois ici que la position noire est plus facile à jouer. Donc dans cette position, je préfère jouer avec les noirs, j'ai un roi très souple. Par contre, laisser son roi au milieu, c'est quand même plutôt un truc d'expert. Et si vous y risquez, moi je m'y risque des fois dans mes parties. Dernièrement, j'ai fait une partie rapide où j'ai laissé mon roi au milieu et je me suis pris une crasse tactique parce que je n'ai pas fait attention. Donc c'est vraiment une attention de tous les instants de laisser son roi au milieu ou dans une situation un petit peu atypique. Et je finirai sur un dernier exemple. Je vous avais promis un exemple un peu plus difficile. Là, c'est une partie que j'ai vue assez récemment. Donc, je faisais un tournoi de grand maître, à norme de grand maître. Et à côté, il y avait un tournoi à norme de maître avec des jeunes espoirs. Et il y avait une partie entre Patrice Lerche, un maître français, et Clément Kuhn, un jeune français très prometteur qui finalement a fait des places déjà au championnat national et a fait les compétitions européennes et mondiales. Et du coup, dans cette position, il a fait quelque chose d'assez incroyable. Alors qu'on pourrait s'attendre à des choses conventionnelles. Il a ici les noirs. Je pensais qu'il allait peut-être à terme prendre en E2, développer son cavalier F6, faire A5, A4
pour, comment dirais-je, étendre son aile dame, et ben, il a choisi vraiment de laisser son roi au milieu en se disant, ben voilà, il n'y a pas de risque pour l'instant. Alors, les blancs ont joué petit roc. Là, il n'y a pas de risque pour l'instant pour mon roi au milieu. Et du coup, qu'est-ce qu'il a choisi avec les noirs? Il a fait quelque chose d'assez exceptionnel. Les blancs viennent de donner l'adresse de leur roi. Alors là, mettez sur pause, cherchez cet exercice et essayez de voir avec quelle ingéniosité et quel coup il a joué cette position. Voilà, vous avez eu le temps, vous avez mis pause. Et maintenant, je vous dévoile ce qu'il a fait dans cette position. Il y avait des coups vraiment conventionnels. E6, c'était un coup correct et je joue cavalier E7, par exemple. Je prends E2, je joue cavalier F6, c'est jouable. Mais là, juste pour vous dire ce qu'il a joué, c'était vraiment le top. Et ça sert à ça de différer un roc. Mon adversaire dans cette position d'attaque opposée, les blancs normalement attaquent plutôt à l'aile roi et avec des choses comme ça, F4, G4, ils attaquent plutôt à l'aile roi normalement. Et les noirs, ils attaquent de l'autre côté. Dans cette position totalement atypique, il a choisi H5. Une approche ultra moderne. Si les blancs jouent H4, ils auront du mal à mettre leur attaque basique avec F4 en place parce que ça va faire des trous dans leur position que je peux prendre avec le cavalier. Enfin, ça fait des trous, c'est pas bon. Donc là, les blancs font plutôt H3. C'est le coup classique en tout cas. Et là, très très beau jeu des noirs. Ils font fou D7. On se demande un peu pourquoi. F4 et l'idée cachée apparaît là avec Dame C8 qui attaque le pion H3. Je suis obligé de tenir avec ce roi H2 et la magnifique attaque des noirs avec F5. F5, l'idée, vous la voyez, c'est H4. Donc en fait, là, mon roi est resté au centre avec les noirs. Il ne pouvait pas être attaqué. J'ai donc choisi de commencer à aller sur le roi blanc et l'attaquer de manière unilatérale et de faire hyper mal. Là, ça commence à chauffer pour le roi blanc. J'avais l'adresse de son roi et j'ai pu orienter mes pièces vers lui tout simplement. J'avais pris conscience auparavant que mon roi en E8 n'avait pas de problème immédiat en tout cas, et surtout que le roi blanc en a plus. C'est ça qui me permet aussi de garder un roi au centre, c'est que je vois que le roi de l'adversaire qui a roqué a plus de problèmes que moi. En tout cas, j'espère que ça vous a éclairé cette petite session pour faut-il roquer ou ne pas roquer. Si vous avez aimé ce sujet-là, je me suis aperçu que j'avais quand même pas mal de matière. Je pourrais, pourquoi pas, faire une seconde vidéo sur ce sujet. Néanmoins, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez comme sujet. J'ai déjà plusieurs propositions de certains commentateurs. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez et je le traiterai dans les semaines à venir. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel œil du coach. Ciao, bye bye.